L'alimentation, aujourd'hui et demain, c'est sur la scène Forum, en partenariat avec Guest Online, la réservation responsable. Ça va, j'ai ma grand-mère. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième table ronde de la journée dédiée aux cuisines africaines. Aujourd'hui, on va explorer le champ des possibles dans le domaine agricole et voir comment on peut mener à bien des projets qui ont une résonance jusqu'ici. Et je voulais rappeler en guise d'introduction que la contribution de l'Afrique au changement climatique est historiquement faible. Et pourtant, elle subit de plein fouet les conséquences de ce changement climatique, en termes de sécheresse notamment. Et ça a des conséquences particulièrement dures pour le secteur agricole. Pour les atténuer et apporter des solutions, des initiatives se multiplient, notamment dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture. Et les idées ne manquent pas dans la tête de ces deux-là, que j'ai le plaisir d'accueillir, que je vais pas tarder à présenter. En tout cas, pour jouer de la résistance et pour remettre en terme des fermes vivrières qui valorisent des produits traditionnels qui sont à la fois bons pour le climat, bons pour la santé. Je pense au fonio, au millet, au niébé, au souchet, au manioc, au sorgho ou encore à l'olive. Je parle de l'olive en particulier parce que toi, Sarah Ben Romdan, tu es une ancienne journaliste reconvertie dans la production d'huile d'olive bio en Tunisie sous la marque Kaya. Vous avez son huile d'olive juste ici. Et Jules Nyang, chef du restaurant Petit Ogre à Lyon, qui a fait le déplacement jusqu'à Paris. Merci pour ça. Et surtout, tu es initiateur du projet Olel. Donc, tu nous expliqueras, c'est un tremplin agricole qui permet d'apporter un accompagnement à des fermes en polyculture élevage, au Sénégal en particulier. Merci à tous les deux d'être avec moi aujourd'hui. On peut les applaudir, bien sûr. Je vois qu'on est surreprésenté par une école hôtelière. Vous êtes magnifiques. Merci d'être là. Très classe. Une des choses qui vous lie tous les deux, c'est le fait d'avoir eu le temps, en tout cas profiter du temps et de l'espace mental, la bande passante qu'a permis d'avoir le temps du Covid, en fait, pour mûrir vos projets. C'est un moment où, en fait, des personnes qui, comme vous, étaient vraiment très la tête dans le guidon tout le temps, si je peux me permettre l'expression, de prendre un peu de hauteur et de se dire, ok, où est ma valeur? Qu'est-ce que je peux faire pour le pays dans lequel j'ai des origines et un ancrage fort? La Tunisie, dans ton cas, la Mauritanie et le Sénégal, dans le tien, Jules. Ce temps, il vous a donc permis de développer vos projets. Est-ce que, Sarah, tu peux nous raconter comment tu as eu l'idée de Kaya pendant cette période particulière du Covid? Ouais, bah du coup... Ok, excuse-moi. Pendant le premier confinement, j'ai été hyper bouleversée par ce qui se passait. J'étais très endeuillée, j'étais très triste. Et je me suis dit qu'il fallait que je parte en Tunisie, voir ma famille, me reposer, passer des vacances. Et quand je suis arrivée là-bas, ça m'a fait tellement de bien que je me suis dit, en fait, il faut que j'arrive à trouver le moyen de pouvoir passer à la fois du temps en France et à la fois du temps là-bas. Et d'une manière qui soit alignée à mes valeurs et qui puisse être utile aussi pour mon pays. Et de là, j'ai réussi un peu à connecter les dots, parce que ma famille cultive l'olivier depuis 5 générations. Et que c'est ce que ma famille faisait pendant très longtemps, produire de l'huile d'olive et la vendre et la distribuer, l'exporter. Mais malheureusement, on a arrêté de faire ça à un moment donné. En plus de ça, la Tunisie est le 3e producteur au monde d'huile d'olive et pourtant, c'est un terroir qui n'est pas suffisamment valorisé. Les gens ne le savent pas et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. En plus de ça, il y a un chômage massif en Tunisie et un déracinement de plus en plus sévère en Tunisie, où de plus en plus de jeunes prennent le bateau pour partir. Et quand on additionne toutes ces couches-là, je me suis dit, mais en fait, je peux produire de l'huile d'olive, me reconnecter à ce pays qui me fait beaucoup de bien, raconter un terroir et le valoriser, parce que c'est pas fait malheureusement, créer de l'emploi dans des régions rurales qui sont marginalisées, et essayer de reconstruire cet attachement à la terre qu'on a en Tunisie de manière traditionnelle, mais qui nous a été enlevé en quelque sorte, et essayer de construire un modèle d'échange entre l'Europe et la Tunisie plus équitable et plus juste, parce qu'on pourra en parler, c'est pas le cas encore. Et du coup, voilà. De ton côté aussi, Jules, le confinement, le Covid a été une période de réflexion intense. Qu'est-ce qui t'a fait
atterrir sur ce projet Olel? Alors, moi, je suis parti, en fait, je suis restaurateur. La vie d'un restaurateur, c'est bosser 80 heures quasiment par semaine. Et quand il y a eu le confinement, d'un seul, tout s'arrête. Et on se retrouve de 80 à 0. Et ça permet, pour moi, ça a été un véritable accélérateur, en fait, de l'histoire, au final, parce que ça met à face de soi. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui compte pour nous, réellement? Et ça, pour moi, c'était le basculement. Alors, donc, je suis parti un peu d'une interrogation qui m'était chère. Parce qu'en tant que cuisinier formé en Europe, on nous a toujours dit qu'il faut tracer les produits, qu'il faut faire du locavore. Et le locavore, moi, je ne me suis jamais reconnu à 100% dans le locavore parce qu'il y a une partie, en fait, de moi qui est étrangère. Oui, toi, tu as deux terroirs, quoi. Ouais. Tu as le terroir lyonnais, dans lequel est ton restaurant, Ouais. et ton terroir... Et le terroir mauritanien, qui est le terroir de départ. Et du coup, le locavore, pour moi, ça avait... le ailleurs dont il est question dans le locavore, j'en viens. Donc, il faudrait aussi que j'assume ce côté. Et toujours, quand on va faire des courses, on va dans des magasins qui sont souvent asiatiques, globalement, pour acheter des produits africains. Et impossible de tracer les produits que j'utilise qui sont réputés être africains. Ils viennent d'Asie, ils viennent en général de l'Inde, ils viennent du Sri Lanka, ils viennent souvent de la Chine. Et c'était important pour moi déjà de réfléchir, de penser le projet différemment et de dire ok, pourquoi on ne les produit pas? Donc le questionnement est parti de là et j'ai posé la question déjà à mes parents, déjà à ma famille et ensuite aux agriculteurs autour, pourquoi on ne produirait pas ces produits-là qui sont consommés dans le continent massivement, mais qui sont aussi importés. Donc de là est parti vraiment le projet. On aura le temps de le creuser, d'aller au bout, mais là c'est vraiment le point de départ, de valoriser les terres, de se les réapproprier, de travailler différemment. C'est vrai que finalement, quand on cherche des produits africains ici, on va dans des épiceries exotiques, souvent tenues par des Asiatiques, et on ne sait pas d'où viennent les produits. Il y a un peu de tout, c'est pas très spécialisé. Et j'imagine que tu ne trouves pas tout ce que tu cherches aussi pour alimenter ta cuisine. Et cette dualité sur le locavorisme, c'est aussi quelque chose dont tu m'as parlé, Sarah, quand on s'en est parlé. Comment tu résous l'équation entre voilà, quand même une volonté de consommer plus local, plus durable, plus engagé, qu'ont les gens de manière générale, et toi aussi une manière de soutenir une agriculture du pays dont tu es originaire? Comment on résout l'équation sans être complètement schizophrène? Ouais, ce que je te disais l'autre jour, c'est que je pense qu'on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on vit et nos alimentations sans prendre en considération tout l'aspect géopolitique, dans le sens où, par exemple, en Tunisie, comme je disais, on est le 3e producteur au monde d'huile d'olive. Mais la raison pour laquelle les gens ne le savent pas suffisamment, c'est parce que l'huile d'olive tunisienne est principalement vendue en vrac, pas cher, à 4 ou 5 grands groupes industriels européens. Qui la reconditionnent et qui la vendent en faisant et qui l'achètent surtout à bas prix. Ce qui veut dire que les agriculteurs et les paysans locaux travaillent dans des conditions inhumaines, en fait. Et c'est ces gens-là, en fait, qui ensuite prennent le bateau pour arriver ici. Et on est obligé de se dire que non, il faut qu'on arrive à reconstruire un modèle où, pour revenir à ce que tu disais, en Europe, on a souvent une facilité à parler d'origine, de provenance sur des produits, et on associe une valeur de manière très intrinsèque à ces produits-là, sur le piment d'Espelette, sur, je sais pas, on sait facilement... L'olive de Kalamata, tu me disais, voilà, on arrive à associer une région très facilement à un produit quand c'est européen. Mais on n'arrive pas à le faire sur d'autres régions du monde, que ce soit l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, ce qui est très problématique. Et je pense que du coup, c'est à nous aussi de se reconnecter à nos origines, à apporter ce vocabulaire-là et de dire à l'Europe et aux régions du Nord de manière générale, en fait, nous aussi, on a des terroirs, nous aussi, nos terroirs ont de la valeur. Et comment est-ce qu'on peut échanger avec vous d'une manière qui est réciproque? Et du coup, je pense il faut accepter qu'on va consommer de l'huile d'olive de Tunisie,
parce qu'on est un gros producteur et que c'est comme ça. Il va falloir le faire d'une manière qui est juste, équitable et durable, et pas seulement juste d'une manière écologique, mais aussi d'une manière culturelle, je crois, et de resituer nos terroirs culturellement, en fait. C'est ce qu'on disait aussi dans la table ronde précédente, notamment avec Étienne et Penja, le poivre du Penja, la première indication appellation d'origine africaine. Et peut-être que voilà, il y a des terroirs comme ça qui sont en train d'être valorisés avec des produits spécifiques qui peuvent être des étendards aussi des cuisines africaines. Jules, tu dis que, enfin, Olel veut dire écho ou résonance en peul, la langue de tes parents. C'est aussi le nom que tu as choisi de donner à ton projet. Pourquoi ? Alors, je voulais que le projet s'appelle Olel parce que déjà, anecdotiquement, c'est un jeu d'enfant. En fait, on jouait au bord du fleuve et on criait pour donner de la voix, pour que la voix elle porte le maximum possible. Alors, ça me paraissait évident dans le projet, dans le sens où ce que je fais, moi, ici, en Europe, à Lyon, je voudrais que ça ait une résonance en Afrique, mais j'aimerais aussi que ce qu'ils font en Afrique ait une résonance ici. La démarche, c'est de dire, on a des terres qui sont fertiles, on a de l'eau, on a du soleil, la chance d'avoir du soleil 12 mois sur 12. Pourquoi on n'exploiterait pas ça? Et exploiter ça, ça ne veut pas dire produire des choses qui sont exportables, ce n'est pas la question. C'est produire déjà ce que vous mangez. Une fois que c'est fini, l'excédent, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? La question de la conservation, la question de la transmission, la question de la transformation. Et tous ces éléments-là, moi maintenant j'ai l'expérience en fait de l'Europe, j'ai l'expérience de comment ça marche, du modèle vers lequel on essaie de tendre coûte que coûte en Afrique. Donc nous on en vient d'ailleurs parce qu'en Europe on fait de la décroissance, on préfère manger du bio, manger du nature, tous les vins on est en train de les transformer en vin nature, leur dire les gars bougez pas, ils arrivent. Donc c'est ça l'idée en fait qu'on est dans ce modèle-là où on va reprendre la terre, reprendre les modèles traditionnels de fonctionnement, prendre le temps. Et le modèle des projets Olel, des fermes dans lesquelles on s'est inscrit, c'est un modèle qui est assez puissant. Mais quand on y réfléchit, ça reprend juste la vie des familles traditionnelles dans les villages. Parce que dans les villages, quand on arrive, le paysan, le matin, il est pêcheur. Quand il revient, il s'occupe de ses poules, de ses chèvres, de sa vache. Et après, il va au champ. Donc ça, c'est la vie normale. Nous, ce qu'on fait au niveau des fermes, c'est vraiment d'élever ça à un niveau beaucoup plus élevé, de le mettre à l'échelle. Et puis d'en faire quelque chose de plus viable aussi. Tu me disais que toi, donc c'est la première ferme que tu as développée, c'était des terres familiales, c'est ça? Et sur lesquelles, qui étaient cultivées que 3 mois pendant la saison des pluies. Et le reste du temps, elles n'étaient pas cultivées. Et toi, ton idée aussi, c'était de faire en sorte qu'elles soient cultivées toute l'année, pour assurer une production et que les personnes qui travaillent là aient un travail aussi, une activité toute l'année, c'est ça? Oui. En fait, dans ces fermes-là, la particularité, c'est que c'est du sable, c'est le désert. Il pleut 3 mois dans l'année, grand maximum, et c'est exploité tous ces 3 mois. L'idée qu'on a eue de départ, c'est de dire, OK, si on mettait un puits, on met un système de pompage qui est basé sur l'énergie solaire, déjà, ça pérennise l'eau. Qui dit pérenniser l'eau, dit pérenniser la vie. La deuxième réflexion, c'est de dire souvent, on a vu, j'ai grandi en Afrique, on voit des projets arriver, quand ils arrivent, c'est clinquant, c'est joli, ça va durer 1 an, ça s'arrête. Donc l'idée de financement, de personnes qui perdurent, qui viennent là avec toutes les bonnes intentions du monde et qui finalement, une fois que le financement est fini, il n'y a plus personne. Et personne ne sait accaparer la connaissance sur place et le projet... Voilà, dans cet esprit-là, l'idée c'est quand on est arrivé au départ, on s'est dit ok, on va mettre des arbres fruitiers. Quand on met des fruitiers, ça prendra du temps à émerger, 2 ans, 3 ans selon les variétés. Tu as mis quoi par exemple? Alors, quand on arrive sur une ferme, parce que les fermes, on a démarré avec la ferme familiale, mais après ça s'est élargi, on en est à 4, c'est ça? On en est à 4, ouais, actuellement. C'est de partir sur, quand on arrive sur un terroir, de voir qu'est-ce qui pousse naturellement sur ce terroir, pour pas le dénaturer. Donc on reste sur ce qui pousse, on le renforce et après on voit ce que consomme la population autour et on implante ces plantes-là. Dans le cadre de la ferme familiale, c'est des citronniers, c'est des manguiers, c'est des dattiers du désert, c'est des jujubes. Donc on fait déjà ça comme socle, comme base, comme ça on est sûr de pérenniser cette ferme. On sait qu'au bout de 3 ans, quoi qu'il arrive, il y a des récoltes sur cette ferme, quoi qu'il arrive.
la deuxième partie, c'est de dire, OK, on va produire aussi des fruits et des légumes. Mais dans ces fermes, on va rester dans le modèle familial. On va mettre aussi des poules, on va mettre aussi des vaches, on va mettre aussi des chèvres. Et l'idée, c'est que tout ça, ça fasse un cycle où les éléments viennent s'amender les uns et les autres. Et ça, c'est dans cette logique-là qu'on s'est inscrit, c'est dans cette logique-là qu'on essaie de pérenniser. Mais dans une logique aussi où on n'est pas en train de bousculer la nature, on n'est pas en train de pousser pour que ça aille vite. Non, prenons le temps. Prenons le temps de produire des choses bien. Prenons le temps de voir les choses pousser, émerger, grandir. Et donnons à notre population une consommation qui est bonne, qui est excellente. Et après, ce qu'il y a comme excédent maintenant, on trouvera une solution pour ça. C'est le temps du vivant et de la nature de toute façon. Tu ne peux Ouais. pas faire grand-chose contre ça, je crois. Et tu m'as dit aussi que l'idée c'était d'en faire des lieux de vie. C'était Ouais. aussi au carrefour de plusieurs villages Ouais. pour permettre aux gens de venir dans la ferme, pas seulement les travailleurs, mais aussi d'en faire quelque chose de vivant pour tous les villages alentours. Et de donner en fait, donc, la plupart de la production permet de nourrir les personnes qui cultivent et les marchés alentours. Et l'excédent de production, tu trouves des filières pour... Enfin, toi, tu récupères pas les fruits de ces fermes, finalement, en France, si? Alors, dans l'idée, comme je disais, c'est le modèle familial. Le modèle familial, dans ces familles, c'est toujours dans les villages, c'est toujours un carrefour. Quand les gens me demandent quand je viens, il y a combien de personnes, je dis toujours 500, personne ne me croit. Mais c'est la réalité, c'est des carrefours, c'est vraiment des carrefours de vie. L'idée, c'est de reproduire ce modèle, mais encore à une dimension x10, et d'être dans des lieux de vie, dans quasiment des villages. Et dans ces villages, quand on arrive, on a tout ce qu'il faut pour se nourrir. Mais je ne veux pas que ça s'arrête là. Je voudrais qu'on reste aussi dans cet esprit que ce soit le modèle de solidarité traditionnel, que ce qui soit déporté vers ces fermes. Parce qu'au départ, en fait, c'est dans une famille, quand on arrive, c'est celui qui réussit qui porte tout le monde sensiblement. L'idée, c'est vraiment de se décentrer, de dire, OK, on va avoir un modèle de ferme qui est, elle, centrale, qui va permettre de faire le travail, faire le job, et de transformer un lieu de solidarité aussi, un lieu de vie où les gens peuvent venir manger, peuvent venir acheter, peuvent venir travailler, peuvent venir juste pour venir parce qu'on a envie de visiter, on a envie de passer du temps, on a envie de prendre du bon temps. Et c'est hyper important pour moi que ça se passe comme ça. Maintenant, dans les excédents de production, comme je dis, produisez ce que vous mangez. Moi, j'ouvre les possibilités avec... Je suis, par ma posture, naturellement une vitrine. Parce que je tiens un restaurant à Lyon depuis presque 10 ans. Je reçois 1500 personnes par mois. Donc, c'est naturellement une vitrine. Alors, dans la réflexion qu'on a eue, c'est de dire, OK, comment on fait pour servir de passerelle entre... La cuisine que je fais, déjà, c'est une cuisine de passerelle, on appelle ça cuisine de contraste. L'idée, c'est toujours de faire... Cuisine de contraste. Ouais. L'idée, c'est toujours de faire voyager, de prendre des produits d'ici, mais aussi de les faire voyager à travers d'autres produits, de les mettre en face, de créer ce dialogue au final entre les cultures, de communiquer autrement que par des mots, mettre le goût au centre. Parce que quand on met le goût, ça marque, ça reste. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et dans les fermes, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, OK, on produit ce que vous mangez. Une fois que c'est fini, moi, je vais le transformer. Les transformer, j'ai ramené la boîte avec moi. Une marque d'épicerie, on appelle l'épicerie de voyage. On a démarré par le concept des condiments. Dans l'idée, c'est toujours de mettre en face un produit de là-bas et un produit d'ici. Tu nous montreras... tu veux nous montrer maintenant? Bien sûr. Je suis curieuse. Ce petit écrin là. Alors, c'est une épicerie, on l'a appelée épicerie Mayo. C'est toujours un produit d'Afrique et un produit d'ici. Noix de cajou, coriandre, c'est quoi? C'est des condiments à tartiner? C'est à tartiner, ça est utilisé comme de la moutarde. L'idée, c'est vraiment de remplacer le côté moutarde qu'on a, c'est à rajouter dans les sauces. Mais ça, c'est un démarrage. Je prends de l'avance par rapport aux fermes, de dire, OK, on les lance, on produit. Mais il y a toujours moyen de les transformer, il y a toujours moyen aussi de servir à l'Europe, à l'Afrique, à l'Amérique, quelque chose qui n'est pas juste la matière première. On a la possibilité de transformer, on a la possibilité de conserver, on a la possibilité de travailler différemment tous les produits qu'on a. Je peux voir les autres? Bien sûr. Tamarin, noisette. Donc là aussi, c'est vraiment le lien et les ponts entre l'Afrique et les terroirs français. Bissap, pistache. Oh là là, ça donne envie, hein? Et cacahuètes basilic. Excellent. Merci beaucoup d'avoir amené tout ça. Sarah, je voulais qu'on aborde cette question du changement climatique qui touche de plein fouet beaucoup de pays, dont la Tunisie, et qui aussi
il y a des problématiques géopolitiques qui s'ajoutent à ces questions climatiques. C'est un des pays les plus touchés par les conséquences de la guerre en Ukraine, parce que c'est un pays qui était assez dépendant en fait du blé ukrainien pour le pain, qui est un aliment de base de la cuisine, enfin de l'alimentation des Tunisiens. Ce que je veux dire, c'est comment tu fais à ton échelle pour rendre les systèmes plus résilients, plus résistants aux crises, que ce soit des crises climatiques ou les crises géopolitiques comme celle-ci. Tu me disais que tes oliviers familiaux étaient centenaires. Est-ce que comment tu fais pour t'inscrire dans ce paysage qui est compliqué en ce moment? À mon échelle, je fais ce que je peux déjà. Et comme tu disais, j'essaye de ne pas aller trop vite, aussi parce que c'est un projet qui est assez jeune. Donc tous les jours, on améliore quelque chose et c'est un work in progress en quelque sorte. Dans le sens où moi aussi, ce que tu disais m'inspire beaucoup. J'ai l'ambition de reconstruire une propriété avec une agriculture régénérative, de planter plein d'autres arbres fruitiers et en fait de faire comme ce que mon grand-père et son père et son grand-père eux-mêmes faisaient et qu'on a malheureusement abandonné. Mais sinon, nous... Pourquoi ça a été abandonné ? Ça a été abandonné parce que comme dans plein d'autres pays, il y a des politiques qui ont été en grande partie aussi imposées par le FMI par exemple, qui ont favorisé l'exode rural dans un pays comme la Tunisie, et où les gens se sont déracinés en fait de leurs terres et de leur région. Et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui politiquement en Tunisie, c'est vraiment la conséquence de ce déracinement, parce qu'on a un chômage massif urbain dans les villes et un déracinement énorme dans les régions rurales. Donc le challenge, c'est réussir à prouver qu'en fait, non, l'agriculture, ça nous appartient et ça peut créer de la richesse, on peut en vivre, et on peut faire rayonner notre culture à travers l'agriculture. Donc il y a tout à réparer en fait et à réimaginer. Et à mon échelle, j'en suis qu'au tout début. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on cultive une variété qui est locale, autochtone. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle le Chemlali, et qui du coup par nature est beaucoup plus résiliente à la chaleur que d'autres variétés. C'est la variété principale du terroir principal. C'est la variété principale de Tunisie, qu'on retrouve essentiellement dans les régions du centre et du sud, qui sont donc plus arides que les régions du nord. Ton exploitation se situe où sur la carte de la Tunisie ? Dans le centre-est de la Tunisie. D'accord. Donc moi je viens d'une ville qui s'appelle Madia, qui est vraiment sur la côte centre-est. Et dans les campagnes de cette ville-là, il y a nos oliviers. Et du coup, c'est des oliviers qu'on n'irrigue pas et qui, certes, de plus en plus sont vulnérables, mais qui survivent quand même, sont résilients. Qui ont certainement un système racinaire immense. C'est ça. Ils sont centenaires, ils sont là depuis longtemps, bien installés. Ils ont connu des sécheresses, ils vont en connaître d'autres. Et en fait, on les a ils sont habitués. Et on ne les a pas en quelque sorte gâtés comme ça. Et du coup, ils savent s'adapter mieux. Et alors, je sais qu'en Tunisie, il y a de plus en plus de jeunes producteurs qui eux-mêmes ont internalisé un petit peu ce complexe de l'ancien colonisé en quelque sorte, et qui veulent planter des variétés étrangères en pensant qu'elles vont être plus appréciées, et qui en fait ne sont pas du tout adaptés à... Et qui reviennent sur leurs décisions parce qu'ils ont planté des variétés qui ne s'adaptent pas aux terroirs locaux. Oui. D'autres pas encore, mais beaucoup oui. Et du coup, voilà, moi ce que je fais à mon échelle, c'est essayer de valoriser au maximum ce qui nous appartient et d'inspirer les autres à se reconnecter à ce qui nous appartient. Et derrière, tu voulais rebondir, Jules ? Oui, en fait, par rapport à ce qu'elle dit, c'est hyper intéressant parce que c'est toujours la même problématique un peu partout en Afrique, c'est on suit le mouvement, on va aller vers quelque chose qui est plus rentable, qui n'est pas du tout adapté. Je vais donner l'exemple des poules. Il y a des poules qu'on fait qui viennent d'Occident, c'est des poules de 30 jours, c'est rapide. Mais par contre, il faut les mettre dans des endroits qui sont climatisés, il faut s'en occuper quasiment 24 sur 24 pour arriver à un résultat qui est assez médiocre. Donc prenons le temps de faire les choses, prenons le temps de laisser les choses vivre. Et je pense que notre démarche à nous aussi, c'est d'arriver à faire comprendre déjà que c'est possible. Parce que nous, dans les cas des fermes, c'est ça qui est assez rigolo, parce que quand on s'est installé,
6 mois après, il y a beaucoup de petites fermes qui ont pilulé autour. Et les gens comprennent, oui, c'est possible en fait. On est Tu en deviens capacité de... un modèle et un exemple, et tu vois, cet écho que tu cherches à avoir Ouais. commence déjà à porter au-delà. Donc c'est une belle victoire. Ouais. Oui, les gens comprennent que c'est possible, que les jeunes aussi se disent aussi l'agriculture, ça peut être sexy, ça peut être quelque chose qui peut être rentable, ça peut être quelque chose aussi où on n'est pas obligé de se focaliser que sur l'agriculture, il y a le côté transformation, il y a le côté créatif que c'est aussi autour de comment je réfléchis les choses. Il y a le côté aussi où on sert la population, mais de façon réelle, parce qu'on arrive à produire des choses qui sont bonnes et à des prix qui sont largement raisonnables. Et en tant qu'enfant du pays, on t'écoute d'autant plus, toi, quand tu retournes là-bas et que tu diffuses peut-être cette parole et ces idées-là, que des ONG qui seraient complètement déracinées et qui arrivent et qui disent il faut faire un puits, il faut faire une ferme, il faut faire ceci. Peut-être que tu as plus de soutien en tout cas. Juste, je rebondis sur ce côté un peu sexy, redonner des paillettes aussi à ces professions-là. C'est ce que vous faites, je trouve, avec des packaging aussi qui sont beaux, qui donnent envie. Toi, Sarah, tes clients sont surtout des restaurateurs et des épiceries fines à Paris et en France. Comment tu as fait ton réseau? Comment tu as fait en sorte que ta marque se développe et soit appréciée des chefs qui ont, surtout en France, notamment dans le sud, ou dans des terroirs où il y a déjà de l'huile d'olive, leur propre terroir, et qui se disent voilà, moi je veux manger local, je vois pas pourquoi j'irais chercher l'huile d'olive tunisienne. C'est quoi tes arguments pour les convaincre? Alors déjà, comment j'ai fait? Je pense que j'ai fait ça de manière très organique et très sincère, et je pense que les gens, d'une manière générale, sont sensibles aux démarches qui sont sincères et qui ont l'air cool, tout simplement. Moi, je savais que mes skills à moi, c'était, comme j'étais journaliste, que je pouvais raconter des choses. Et moi, ce projet-là, je le fais pour plein de raisons, mais surtout aussi parce que j'ai envie de raconter la Tunisie, raconter le terroir de la Tunisie. Je pense que les gens sont curieux et qu'ils ont envie d'entendre. Donc je pense que ça a touché les gens. Je pense aussi qu'il y a peu de gens qui font ce que je fais. Donc forcément, il y a ce truc en plus qui fait que, il y a quelqu'un qui le fait d'une manière différente, on a envie de s'y intéresser. Et puis après, alors c'est vrai qu'en France, on produit de l'huile d'olive, on n'en produit pas beaucoup et elle coûte très cher. Et en France, on consomme beaucoup d'huile d'olive grecque, que j'apprécie beaucoup. Mais en réalité, la Grèce, c'est plus loin que la Tunisie. On s'en rend pas trop compte, mais en fait, si. Donc, ou alors on consomme de l'huile tunisienne sans vraiment le savoir. Sans le savoir. Parce qu'elle est mélangée, tu me disais, quand on voit... On retourne la bouteille de supermarché UE, non UE. Souvent, quand c'est non UE, c'est de l'huile d'olive tunisienne de mauvaise qualité. Ou c'est pas forcément de mauvaise qualité parce qu'elle est quand même labellisée Vierge Extra, mais c'est d'une qualité en effet qui n'est pas à son maximum. Parce que forcément, le paysan, le producteur en Tunisie, s'il va aller vendre en vrac son huile ou ses olives, en fait, il va pas se faire chier. En tout cas, elle n'est pas valorisée parce qu'on ne sait même pas qu'elle vient de là-bas. Donc elle est exactement. Elle est complètement dépouillée de son contexte et de son origine, et c'est pas juste en fait. Et du coup, voilà, moi je pense que je vais voir les gens d'une manière très sincère, et après, si gustativement ça leur plaît, on peut commencer à échanger, et voilà quoi. Le goût, c'est un marqueur important, c'est quelque chose qui... en fait, faire changer aussi les gens par le goût. Jules, tu le fais aussi dans ton restaurant. Comment tu embarques avec toi sur tes projets? Comment tu fédères? Alors, au restaurant, en fait, maintenant, ça fait partie du paysage gastronomique lyonnais parce qu'on a 10 ans d'existence. L'idée, c'est de dire toujours, moi, on m'a dit locavore. Je dis ok, il n'y a pas de souci, mais comment je fais? J'ai deux terroirs et je les vis pleinement. Je ne suis pas déraciné, je ne suis pas partisan de la cuisine africaine francisée, je ne suis pas partisan de la cuisine fusion, c'est pas mon dada. L'idée c'est de dire ok, j'ai une cuisine qui crée le dialogue, qui instaure un dialogue frontal entre des produits d'ici et produits d'ailleurs. Et ça c'est assumé, c'est d'entrée de jeu, les gens savent que quand ils arrivent, ils auront des produits qu'ils ne connaissent pas forcément. Concrètement, c'est quoi un dialogue dans l'assiette? Je vais présenter là au Corner. Si vous voulez goûter, vous pouvez venir. C'est très bon en plus. Où ça? Ici? C'est juste là derrière. Ah oui, c'est vrai, au Corner. Effectivement, on peut goûter tes plats. On a un Corner, vous pouvez goûter. On fait un risotto de mil qui est une céréale qui pousse naturellement au bord du fleuve Sénégal. Pas besoin d'irriguer, pas besoin d'arroser.
une inondation qui se passe, l'eau sort et on plante le mil et ça pousse naturellement. Parce que c'est une terre qui est très riche quoi, en Ouais, sédiments. elle est hyper riche, le céréal est hyper solide, hyper résistant, ça a poussé naturellement. Ça a été beaucoup délaissé au profit du riz parce que c'est plus rentable, parce que c'est plus rapide, ainsi de suite. Mais je garde le mil parce que pour le goût, donc pour la puissance du goût. Donc on va garder ça, on va faire un risotto. Dessus, je vais venir poser un filet de bar qu'on connaît classiquement. Et sur le filet de bar, on va venir poser des condiments. Je mets toujours des condiments, vous verrez que j'en parle beaucoup parce que je pense que c'est un des marqueurs forts de la cuisine africaine. Je ne revendique pas la paternité des condiments, je ne suis pas dans cette logique-là, je laisserai les historiens faire. Mais dans ma logique, c'est de dire que c'est un marqueur fort. Quand on mange en Afrique, on a l'élément central qui est au milieu, parce qu'on se la partage, il y a les enfants autour, il y a les vieux, il y a les jeunes. La manière de manger est déterminante sur la façon dont on a cuisiné. Donc on aura des condiments, il y aura du piquant, il y aura de l'acidité, il y aura de l'amer. Et chacun vient piocher en fonction de ce qu'il a envie et mettra à sa place pour manger. Est-ce que c'est ce qui te manque en particulier quand tu n'es pas... Enfin, je dis ça parce que c'est souvent ce qui manque aux personnes qui sont habituées à avoir ces condiments qui rehaussent les plats, notamment des piments. Quand ils viennent en France, ils se disent mais ça n'a pas de goût, je m'y retrouve pas. Où est le piment? Et j'ai des amis, même indonésiens ou haïtiens, qui viennent et qui ont toujours leur bocal de piment dans le sac, qui le sortent pour mettre à toutes les sauces. Donc là, tu sors tes condiments pour toujours être sûr que tu as ta dose de goût dans ton plat, quoi. Ouais, en fait, pour moi, c'est hyper important qu'on ait le condiment, pas juste le piment, parce que je ne mange pas pimenté personnellement. Je mange épicé, relevé, mais jamais le piment. Il faut rester dans cette logique-là justement de condiments où on vient rajouter des goûts. C'est comme une palette aromatique ou comme un peintre utiliserait des palettes de couleurs. Et pour moi, les condiments, c'est la même chose. Ça vient relever, ça vient ajuster, ça vient... Et dans le restaurant, ce qu'on fait justement, c'est d'embarquer les gens par des choses qu'ils connaissent. Je vais dire que je vais servir un bar, mais le bar, il va venir avec un risotto de mil. Ça crée un dialogue au final qui est assez harmonieux, qui fait aussi que les produits se valorisent mutuellement. Et ça, c'est dans cette logique-là que je veux aussi qu'on s'inscrive dans les fermes, qu'on s'inscrive dans tout. C'est de vraiment créer ce dialogue où on a beaucoup de choses à apprendre de l'autre, on a beaucoup de choses aussi à découvrir de chez l'autre. Et c'est important juste de prendre le temps de le faire. Bah, le risotto de mil, je crois que ça va être mon menu de déjeuner, peut-être avec un peu d'huile d'olive Kaya au-dessus, ce sera parfait. Bien sûr, vas-y Sarah. Pour rebondir sur ce que tu disais et ce que tu me disais tout à l'heure aussi, je pense qu'il y a de plus en plus les cuisines nord-africaines et moyen-orientales sont de plus en plus visibles. La shakshuka, c'est un plat tunisien, j'ai jamais vu autant de shakshuka sur les menus, la harissa, le za'atar, le labné, tous ces trucs-là. Et pourtant, on ne se pose pas trop les questions sur les terroirs qu'il y a derrière, les gens derrière, sur place, dans les régions. C'est vrai qu'on parle de cuisine méditerranéenne, on ne sait pas vraiment l'origine, shakshuka, on peut se dire... oui. Mais au-delà de ça, c'est qu'on ne se pose pas la question du za'atar, d'où ça vient, le za'atar qu'on consomme dans ce resto, d'où il vient, comment est-ce qu'il a été produit, et pareil pour les harissa, enfin bref, tous ces trucs qu'on retrouve de plus en plus. Et je pense que c'est aussi dans ce sens-là que j'arrive à parler aux chefs, à leur dire, si vous allez mettre sur votre menu de la shakshuka, du labné et du za'atar, alors pourquoi pas encourager le terroir local, en fait, au lieu de juste capitaliser comme ça sur une tendance, mais sans vraiment aller soutenir les gens qui sont à l'origine de ces arômes, en fait. Avant d'aller goûter au plat de Jules, je voulais vous donner la parole. Est-ce que vous avez des interrogations, des questions, des commentaires à faire? Oui. J'arrive tout de suite. Tu peux prendre une photo? C'était bien une question? Ou c'était un coucou? C'est juste un petit coucou. Vous n'avez pas de question? Eh bien, coucou. Quelqu'un d'autre a une question? Ou veut faire coucou à nos invités? Là-bas, j'arrive. Bonjour, bonjour à tous les deux. Alors j'ai pris la conférence en cours, donc je ne sais pas si vous en avez parlé, mais comment? Ah pardon. Mais j'ai entendu donc Jules Nyang parler du fait qu'il avait deux identités,
donc une française, européenne et une africaine. Alors moi, je voulais savoir justement quelle était sa réflexion sur l'environnement, parce qu'on parle aujourd'hui d'impact carbone, du coup, voilà, de tout ce qui est transport aérien. Voilà. Quel est son regard là-dessus? On parle beaucoup de justement manger local. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un effort qui sera fait de son côté, ou est-ce que, quelle est sa démarche vis-à-vis de ça? Je ne sais pas si ma question... On a un peu abordé cette question de dualisme entre le locavorisme, le fait de manger local de plus en plus ici, et qu'en même temps, toi, tu dis que j'ai deux terroirs. Ouais. J'ai mon terroir natal et mon terroir d'adoption, Ouais. le lyonnais. Donc, est-ce que tu peux redire ce que tu disais par rapport à cette dualité entre tes deux terroirs? Oui, en fait, moi je viens de la Mauritanie, mais concrètement, je viens du bord du fleuve Sénégal. Et ma mère est sénégalaise. Elle est de Kaolack pour la petite histoire. J'ai toujours vécu, en fait, j'ai grandi dans les villages. Quand je parle de l'Afrique, je parle des entrailles de l'Afrique. Je connais, j'y ai grandi. J'ai des souvenirs de jeux d'enfants, en fait, dans le village. Donc je suis vraiment ancré. Quand on arrive ici, on me dit locavore. J'adhère, il n'y a pas de souci de tracer, de faire vivre le paysan local, de faire vivre la culture locale, et puis même de s'adapter, parce que je cuisine pour des Lyonnais. Ma clientèle, elle est majoritairement lyonnaise, à 95% lyonnaise. Donc quand je fais ça, et maintenant dans l'idée c'est de dire ok, j'ai quand même un terroir que je représente, que je porte en moi, même si j'ai quand même passé la moitié de ma vie ici. J'ai ces deux terroirs-là, comment les associer? Ça a été un combat interne pour arriver vraiment à trouver le juste milieu pour dire, ok, qu'est-ce que j'exprime, qu'est-ce que moi j'ai envie d'exprimer? Et ce que j'ai envie d'exprimer, c'est vraiment le dialogue. C'est vraiment le dialogue. On est en face, on n'est pas en déséquilibre, on est vraiment en égalité et on discute d'égal à égal. Et ça, cette discussion-là, je l'ai dans la vie de tous les jours. Mais je l'ai aussi dans la cuisine, de dire, ok, on a des produits en Afrique, on a des produits en Europe, et si on les travaillait ensemble, si on essayait de les marier, si on essayait de les faire dialoguer, pas avoir peur de la friction que ça peut avoir, non, ça fait partie de la vie. Il y aura des frictions, mais cette friction-là fera qu'on se valorise mutuellement. De la discussion jaillit la lumière, de la même sorte, de la friction entre les produits va jaillir un goût qui est autre que celui qu'on avait prévu au départ, mais qui est, somme toute, hyper intéressant à gérer. Maintenant, dans le projet, je l'appelle OLELS. Je veux qu'il y ait une résonance, mais une vraie résonance, pas dans le sens... une résonance en termes de goût, une résonance en termes de repères, une résonance en termes de visibilité. Moi, mon rêve ultime, c'était de prendre juste la majorité de mes clients qui veulent aller dans les fermes et de cuisiner, de rester avec eux, de faire découvrir par la cuisine, de faire découvrir par le contact des humains la culture africaine, la cuisine africaine. Mais ça n'empêche pas de travailler les produits comme dans tous les restaurants français dignes de ce nom, comme dans les restaurants gastronomiques. On fait vraiment un travail de recherche, de composition, de création qui, à mon sens, arrive à valoriser vraiment les deux terroirs de façon... Et au-delà de ça, il faut savoir que l'impact carbone principal de l'alimentation, c'est lié au mode de production et pas au transport. Le transport, c'est une partie annexe finalement, même sauf si ça vient en avion, mais la plupart des aliments qui sont secs, les épices et compagnie viennent en bateau ou en camion. Et c'est minime par rapport au mode de production, et vos deux modes de production sont respectueux de l'environnement. C'est une huile d'olive bio, faite à partir de variétés endémiques. Ouais. Toi aussi, tu nous parles de produits qui sont cultivés sans irrigation ou très peu. Donc voilà, ce qui est important, je pense, si je peux me permettre de compléter, c'est que c'est vraiment la manière de produire. Le transport, même si évidemment on ne va pas se nourrir uniquement de produits étrangers, ça aurait assez peu de sens, même d'un point de vue nutritionnel, de ce dont on a besoin au bon moment en fonction des saisons. Ouais. En revanche, de condimenter son alimentation avec des produits un peu d'ailleurs, plutôt, enfin, ça peut aussi être une manière qui est compatible avec un mode de vie décarboné. J'avais pas entendu la question dans le sens de l'empreinte carbone, mais on en prend en compte aussi, parce qu'en fait l'empreinte carbone, moi je suis partisan de renverser le paradigme de la façon de fonctionner qu'on a nous ici, Africains, en Europe. On prend des épaves de voitures ici qui sont bonnes pour la casse, on les envoie en Afrique, on les vend. Ça se fait. Autour de moi, je peux en trouver des gens qui le font. On prend des produits bruts en Afrique, on va les ramener ici et les vendre bruts.
ça va être transformé et nous revendu 10 fois plus cher. On renverse le paradigme. Je ne suis pas là dans cette logique, je suis dans la logique de dire, ok, on peut produire des choses, on peut faire des choses, on peut aller sur le marché mondial, mais en amenant des choses qui nous représentent, qui nous ressemblent. Et ça, c'est ma logique dans laquelle je suis. Alors, est-ce que cette logique respecte l'empreinte carbone? Moi, je pense qu'il faut respecter l'environnement, il faut respecter la nature d'entrée de jeu, de départ. Dès l'instant où je plante, dès l'instant où j'élève, dès l'instant où je produis, produisons de façon à pouvoir manger déjà des choses qui sont excellentes. Après, le reste, on verra. On n'est pas obligé d'aller l'importer, on n'est pas obligé. Mais si on a besoin de le faire, comment on le fait? Dans quelles conditions? Quel est l'apport que moi j'ai en tant que cuisinier lyonnais dans ces fermes? C'est vraiment de faire le lien, faire cette passerelle. J'ouvre les possibilités. On l'exploite, on ne l'exploite pas. Juste les ouvrir, déjà, c'est mon point de vue. On va laisser la possibilité à une autre question ou un commentaire à nos deux intervenants. Tout le monde a faim. Ah, merci. Simplement une petite remarque, mais locavore. Imaginez comment on va alimenter des métropoles, l'ensemble des métropoles françaises, de Lille, de Lyon, de Marseille, de Paris, de Bordeaux en locavore. C'est strictement impossible, donc retombons les pieds sur terre. Le locavore doit intéresser 20% de la population dans les petites villes et les villages, mais les métropoles, il faut quand même qu'on trouve le moyen de s'approvisionner. J'ai un restaurant de poisson à Paris, c'est 400 kilos de poisson par jour. Effectivement, c'est pas très locavore. Même si on a vu hier qu'il y avait quand même des productions locales avec un producteur notamment de champignons dans des anciens parkings dans le 18e et dans le 19e arrondissement de Paris, La Caverne, qui produit des tonnes de champignons et d'endives, donc ils sont quand même nourriciers. Les pariculteurs aussi, le maire du 11e arrondissement, François Vauglin en a parlé. J'entends. Est-ce que, Sarah, tu voulais rebondir? Je pense qu'en vrai, Jules, tu as bien conclu en répondant à votre question. Voilà, moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que, ouais, à nous de construire des modèles qui soient justes, qui soient équitables, qui puissent honorer nos terres et qui puissent être délicieux pour les gens qui les découvrent, tout simplement. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus avec nous. C'était passionnant.